Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 20 mars 2020. Je ne sais pas si vous avez lu les journaux aujourd'hui, dans le Journal de Montréal en particulier. C'est absolument épouvantable ce qu'on peut lire sur Justin Trudeau. Ça va d'incompétents, d'imposteurs et de criminels. Et il a fait une étonnante déclaration il y a quelques semaines, pendant la crise ferroviaire autochtone, à savoir que, parce que des gens le pressaient d'envoyer l'armée afin de démanteler ces barricades mises sur les voies ferrées à travers tout le Canada. Et il avait déclaré on n'envoie pas l'armée contre des citoyens canadiens. Et plusieurs ont rappelé que son père l'avait fait en 1970. Mais ma réaction première, ma réaction première quand j'ai entendu dire que son père l'avait fait, ça a été, ben non, il n'a pas envoyé l'armée contre des citoyens canadiens. Il a envoyé l'armée contre des citoyens québécois. Et que Justin Trudeau, en disant qu'on n'envoie pas l'armée contre des citoyens canadiens, au fond, révélait en creux ce qui s'était vraiment passé en 70. Parce que ça se tient, là. Quant à Justin Trudeau, ça va être... Je vais vous parler de hockey, là, mais ça risque d'être décousu une fois de plus. Fort heureusement, vous êtes peu nombreux à m'écouter. C'est décousu parce que je suis pas correctement préparé, disons là. Je ne suis pas allé vérifier les dates, je ne suis pas allé vérifier les statistiques. Je m'appuie sur ma mémoire. Alors, c'est possible que certaines choses soient erronées, ou enfin, je tourne les coins ronds. Mais le fond de l'affaire, je pense que ça, je peux quand même vous décrire l'atmosphère générale. Tel que je l'ai ressenti. Évidemment, c'est subjectif, hein? Mais j'ai de bonne mémoire de certains événements historiques qui ont façonné notre identité et qui ont façonné notre psyché collective. Alors donc, je vais faire un lien entre Justin et son père. Et tout de suite, je vais vous dire, quand Justin Trudeau est né, le 25 décembre 1975, ça, je suis allé vérifier. Parce que dans mon esprit, c'était à peu près soit le même jour ou pas loin d'être du même jour que ce fameux match de hockey du 31 décembre, qui est, à mon avis, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, je pense que tous les historiens du hockey s'entendent pour dire que c'est les plus grands matchs qui ont jamais été joués de toute l'histoire du hockey. Ça, là-dessus, le consensus est établi. Mais moi, je vais plus loin que ça. Et à l'époque, je me souviens que je le pensais également, le Canadien de Montréal a sauvé le sport professionnel en Amérique. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Puis, essayer de vous contextualiser. Je vais vous donner des exemples. Bon. Quand Justin Trudeau est né le 25 décembre 1975, j'étais convaincu, moi j'étais un ado, j'étais convaincu qu'il deviendrait premier ministre du Canada. Ça, là, j'étais convaincu de ça. Je trouvais ça même par avance, je trouvais que c'était une mauvaise nouvelle. Quand son père est décédé, à l'automne 2000, et que là, il nous a fait, là on pourrait dire oui, il était justifié de le faire, mais une grande séance lacrymoniale dont là-dessus, il faut lui donner ça, il est imbattable. Au niveau du surgissement des larmes, il n'y a personne qui lui arrive à la cheville. Ça, il faut quand même lui donner ça. Et donc, quand il s'est répandu sur le cercueil de son père, et qui a séché ses larmes dans l'unifolié canadien, beaucoup de fédéralistes ont été en extase. Et l'ont vu, j'ai entendu, ça y est, la route venait de s'ouvrir pour qu'il devienne premier ministre du Canada. Hélas, je partageais leur analyse. Non, ça y est. Déjà en 1975, j'avais peur qu'il devienne premier ministre. En 2000, 25 ans plus tard, je voyais que là, ça s'en venait. Il l'est devenu. J'étais convaincu également qu'il serait un total incompétent. Il n'y a ni la formation, ni... Je veux dire, en tout cas, vous le savez, vous le voyez à l'œuvre, là. Mais
Les incompétents, tant que tout baigne, on les voit pas, là. C'est quand la marée se retire qu'on voit si les baigneurs sont nus, hein. Et en ce moment, il y a pas mal de monde tout nu, je dirais. Alors, et quand j'ai été élu, je me souviens aussi, là, c'est quoi? C'est quand il a été élu en 2015. Oh non, je me suis couché complètement accablé. J'ai dit, oh non, pas lui. L'erreur qu'il avait faite, parce qu'Harper a fait beaucoup d'erreurs. Et Harper aussi, tout le monde dit que c'est une espèce de génie tactique, mais je déréserve un petit peu là-dessus. Harper, sa campagne interminable, il jugeait que l'imbécilité et l'incompétence des uns et des autres, finalement, finiraient par être manifestes. Mais il avait juste oublié Harper, qui était là depuis 10 ans, puis on l'avait assez vu. Alors, puis on le voyait quasiment pas. Fait que là, à force de le voir, on n'a eu qu'une envie, c'est de s'en débarrasser. Mais pour moi, me débarrasser d'Harper, puis le remplacer par quelqu'un de pire, c'est ce que moi je faisais comme analyse. Je n'aimais pas Harper, hein, je n'aurais pas voté pour lui. Ben pour moi, c'était pas une bonne nouvelle. Je veux dire, tu remplaces un incompétent par non, tu remplaces quelqu'un de relativement compétent par quelqu'un de franchement incompétent. À mon sens, c'est pas une bonne stratégie. Alors je me suis couché, mais j'avais une autre conviction aussi. Je me disais, bon, le père, je ne l'ai jamais tenu en haute estime. Bon, disons-le franchement, intellectuellement, j'ai toujours jugé, parce que j'ai réfléchi à Pierre Trudeau. Hein? Pierre Trudeau, je veux dire, c'est un adversaire terrifiant, prêt à tout, pour arriver à ses fins. D'ailleurs, il y est parvenu, et j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de l'ordre biblique là-dedans, que le fils finalement finirait par payer pour le père. C'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. L'indépendance qu'on croyait morte, il y a à peine morte et en tout cas moribonde, qu'on croyait enterrée, ou en tout cas en phase terminale, et ben, je veux dire, que le Parti québécois se positionne. De toute façon, là, il y a le temps de réfléchir, le Parti québécois, il y a le temps de réfléchir. Mais ça se peut aussi que la crise étant d'une telle ampleur que le Canada, qui est un pays bidon, hein, n'est-ce pas, il s'affaisse de lui-même. Mais là, visiblement, les Québécois, eux, ont retrouvé leur sens de la fierté et le sens de leur survie, qui est à la base même de leur identité, hein. Je veux dire... Et puis la culpabilité de l'homme blanc là, face aux Autochtones, c'est pas comme ça qu'on va aider les Autochtones à améliorer leurs conditions. Prendre la mesure de leurs conditions qui est terrifiante, et prendre aussi la mesure de cette loi sur les Indiens, qui est une loi d'apartheid, et qui, au sein des communautés autochtones, il y a des gens qui profitent financièrement et symboliquement de cette loi-là. C'est ça, une loi d'apartheid, c'est une loi de division. Et les Québécois, avec la charte, ont subi une sorte d'apartheid également. On n'a pas la possibilité de décider ce qu'on a envie de vivre. Bon, c'est pas ça mon point. Mais donc, Trudeau est, à mon sens, un personnage surévalué intellectuellement, qui épatait la galerie avec quelques citations, ici et là, qu'on connaît, extrêmement violent, n'est-ce pas? On l'a bien vu, je veux dire, il a envoyé quand même sa femme à l'hôpital. Puis on se souvient à l'époque, qu'un premier ministre batte sa femme, c'est une histoire de famille, ça regarde pas les gens. D'accord. Moi, je me souviens, j'avais été horrifié. Mais moi, j'ai grandi dans une société où battre une femme, c'était écœurant. Que tu es un premier ministre ou pas, ça change rien à l'affaire. Et là, c'est une histoire de famille. Ça, on entendait ça souvent. Ça regarde pas le monde, c'est une affaire de famille. D'accord. Bon. Et j'ai toujours pensé que non seulement c'était un personnage surévalué sur le plan intellectuel, mais également douteux sur le plan moral, avec des exemples concrets. Là, le rapatriement de la Constitution, la loi des mesures de guerre. Allez voir des vidéos. C'est un homme trouble. C'est un homme trouble. Alors, il a engendré un rejeton qui n'a pas la carrure, qui n'a pas ce qu'il faut. Il est déjà 9 minutes, je n'ai même pas parlé de cette game-là. Bon, en tout cas, bref, ça pour dire, allez lire. Il survivra pas. Il survivra pas à ça. Mais le problème, c'est qu'à l'autre bout, ils n'ont pas de solution non plus. Ce qui, pour les indépendantistes québécois, est une excellente nouvelle. En fait,
Il n'y a plus de joueurs sur la patinoire, il faut bien le dire, pour utiliser la métaphore sportive. On est tout seul sur la glace, et puis je pense qu'on mène 3-4-0, je sais pas. Bon, revenons-en au sport professionnel. Bon, je vous résume un peu ça bien vite. 1972, la fameuse série du siècle. Bon, j'étais là, j'étais pas un ado, j'étais un enfant. Mais, c'est en pleine guerre froide, une guerre froide, et l'URSS était à son apogée, je pense. En 72, là, les Américains étaient embourbés dans la guerre au Vietnam, il y avait des problèmes de criminalité inimaginables. Au fond, l'ère du flower power était déjà terminée en 72, aussi bizarre que ça puisse paraître. Le mouvement hippie, c'est grosso modo 67, 70, 71. Je veux dire, Charles Manson a mis fin à ça. Le spectacle des Rolling Stones où les Hells Angels avaient été engagés pour assurer le service d'ordre, puis avaient battu à coups de... C'était dans l'État de New York, là, me rappelait mon ami Alain. Je pensais que j'étais dans l'État de Californie, mais en tout cas, regardez ça. On sait que Papou, puis qu'il l'avait tué pendant qu'il interprétait Sympathy for the Devil. Ils ont été des années après ça à ne plus interpréter Sympathy for the Devil. Il faut dire les Rolling Stones, Brian Jones, qui était mort d'une surdose dans sa piscine. Il y a toujours eu, il y avait les Beatles qui étaient les gentils, puis il y avait les Stones qui étaient les mauvais garçons. Mais les deux, en tout cas, le bizarre de l'affaire, c'est que les Rolling Stones étaient de milieu plutôt aisé, puis les Beatles, c'est le contraire. En tout cas, on ne va pas embarquer dans des considérations d'ordre sociologique. Alors, ça a toujours été les deux camps, les Stones contre les Beatles, hein, les bons contre les méchants. Et moi, j'étais du côté des Stones. Bon, faut le dire, là, mais c'est pas ça l'objet de la vidéo. J'ai toujours plus aimé les Stones, je les aime encore d'ailleurs. Mais c'était plus drôle, là. C'était plus... l'armée américaine réussissait pas à vaincre par pays interposés les Soviétiques, parce que ça, la guerre froide, c'est des millions de morts, hein. La guerre froide ici, mais en Amérique ou en Russie, en ex-Union République soviétique, mais par contre, dans certains pays, en Angola, au Vietnam, certains pays d'Amérique latine, t'as pas la guerre froide, là. C'était la guerre très, très chaude. Allende en 73, le 11 septembre 73, comme tout la gauche ne cesse de nous le rappeler, mais Allende, ils l'ont pas tué pour rien non plus, hein, parce qu'Allende nationalisait les banques, nationalisait d'ailleurs ce qui va arriver, mais ça, bon, c'était une autre histoire. OK. Je m'égare. 72, en Amérique du Nord, c'est pas le party. Le party est terminé. Au Québec, il va durer encore quelques années, mais déjà, on sent que l'atmosphère est mauvaise. C'est pas, on s'amuse plus. Alors, les Russes, le fameux match du siècle, là, de septembre, il me semble que c'est septembre 72, où Pierre Trudeau, encore lui, avait procédé à la mise au jeu officielle. Je pense que le match a terminé 7-3, tu as vérifié ça? Je ne vais pas vérifier, mais je sais une chose, c'est que tous les commentateurs sportifs, tous sans exception, sauf un, avaient prédit qu'on était pour les massacrer, les Russes. Et qu'on était pour les massacrer parce que, évidemment, notre système était bien meilleur. Alors que eux, ils n'ont pas de papier de toilette. Ah, il n'y avait pas de papier de toilette. Il n'y avait pas de confort. Il n'y avait pas... Bref, il n'y avait rien, ces pauvres soviétiques-là, pour faire face à la puissante équipe de hockey Team Canada. OK. Il y en avait un seul qui avait prédit que le Canada se ferait battre. On a finalement gagné, mais on a gagné in extremis, dans une atmosphère, en fait, on sait qu'on a perdu, hein, ça, il faut bien le dire. Le fameux Paul Anderson qui avait compté, je ne sais plus, 2 buts, un à 18 secondes ou à 30 secondes, puis l'autre à la fin, puis là, c'est devenu le héros national. Après ça, Paul Anderson n'a plus jamais rien fait, là, hein. Ça a été peut-être le dernier moment canadien, on va dire, les 2 buts de Paul Anderson, d'accord? Alors, il y avait un seul journaliste qui avait prédit, c'est Michel Blanchard de la presse. Michel Blanchard de la presse avait dit, non, les Soviétiques, là, ils sont bons. Ils ont un jeu extrêmement cohérent, extrêmement rapide, extrêmement robuste, et en plus, ils ont un gardien de but extraordinaire, Vladislav Tretiak. Ah, c'était le seul.
tout le monde, et moi je me souviens très bien de l'atmosphère, sans entrer dans les détails familiaux, mais nous étions dans un sous-sol, nous étions nombreux, la bière était abondante, les chips étaient abondants, et on se préparait collectivement à bouffer du soviétique. Alors, Pierre Trudeau procède à la mise au jeu, paf, 2 buts rapides. Il me semble que c'est Phil Esposito, ce grand cornichon Phil Esposito. Bye. Alors, ouais, Phil Esposito, hein, des Bruins de Boston. OK. Ça, c'est les bad. Hein? Les big bad Bruins. D'accord. Ma grand-mère m'avait acheté un chandail des Big Bad Bruins. J'étais un partisan du Canadien, imaginez donc, à cause du B pour Bruno. Puis en plus, noir, parce que, bon, ça faisait plus... Fait que, imaginez donc un partisan du Canadien qui est enfant, qui se promène avec un chandail des Bruins de Boston. Ça, là, c'est pas facile à vivre. Mais bon, c'est pas bon. Alors là, paf, 2 buts rapides. Puis là, ça festoyait dans le sous-sol. Ah, what? Bang, tabarnak! Et là, whoop, jeu de passe, jeu de rapide. Whoop, les joueurs qui se mettent à faufiler. Tout à coup, on a vu quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Quelque chose d'extrêmement rapide, d'extrêmement intelligent. 2-1, 2-2, 3-2, 4-2. Mais là, dans le sous-sol, c'était même plus... on était mis en présence de quelque chose de jamais vu. Quelque chose d'extrêmement fin. Alors là, les joueurs du Canada, non pas du Canadien, mais les joueurs du Canada, composés en large partie de Canadiens anglais, même si nous avions les meilleurs joueurs, déjà les Québécois fournissaient à la Ligue nationale les meilleurs joueurs, parce que nous autres aussi, tenez, on va y aller avec une petite anecdote rapide, un fait historique, on était sous une loi d'apartheid. Ah ouais, il y en a qui ont oublié ça. On avait automatiquement, et ça a duré, écoutez, il faudrait vérifier, mais je pense que le dernier joueur qu'on a pu repêcher en vertu de cette loi d'apartheid qui nous autorisait à choisir les 2 meilleurs joueurs d'expression française. Les deux meilleurs joueurs, on avait le droit sur eux. Mais ça, c'est pas parce qu'ils nous aimaient qu'ils faisaient ça. C'est comme la Negro League qui avait les meilleurs joueurs. Il y avait une Negro League pour les Noirs, puis ça a pris le premier Noir qui a été admis dans une ligue professionnelle, c'est Jackie Robinson, qui jouait pour les Royaux de Montréal. Alors on avait une sorte de loi d'apartheid du même type que la Negro League. Alors, on avait le droit les deux meilleurs choix. Alors, le dernier, c'était Guy Lafleur. Ça vous donne un peu l'idée. Puis, il était repêché quand, Guy Lafleur? 71. Alors, cette loi-là, l'apartheid a duré jusqu'en 71. Après, ben là, les choses évoluent. Et puis, 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, le Parti québécois prenait le pouvoir. Mais encore là, c'était une autre histoire. Mais, je m'égare, mais je m'égare pas tant que ça. Mais donc, forcément, on avait laissé... certains joueurs québécois n'avaient pas participé à... où on les avait fait jouer in extremis à la fin, quand la situation était désespérée. Il y avait eu de l'injustice. Là, parce que forcément, à talent égal, Team Canada va toujours préférer un joueur d'expression anglaise. Bon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il... Je veux dire, si on reste dans ce foutu pays à la con, il faudrait au moins avoir une équipe nationale. Hein? Mais là, toutes les je m'éloigne encore. Alors, parce qu'il faut replacer, j'arrive au match de 1975. Là. Finalement, les Canadiens, là, ça a été fini. Blanchard, le journaliste Blanchard du Journal de la Presse, il a reçu des torrents d'insultes. On l'a rebaptisé Blancharski, votant en Sibérie. Parce que le deuxième mouvement, c'était ils sont trop nuls, mais après, ils jouent avec détermination parce qu'ils ont peur de finir dans des goulags. Ça, c'était le deuxième argument. On avait beau leur expliquer que les joueurs de l'Armée rouge étaient des ingénieurs, étaient des médecins. Ça, là, des gardiens de but, médecins, il était quoi, Vladislav Tretiak? C'était un professionnel dans son pays. Puis quelqu'un... Tretiak, c'est un héros à Montréal. D'ailleurs, c'est ce que le match de 1975 va révéler, au fond. Parce que il y a eu des choses qui se sont passées entre-temps. Alors, on se retrouve 1975, 4 matchs joués au Canada, 4 matchs joués, dont un en Suède aussi.
Trois en Russie, mais il me semble un en Suède. Et là, les Suédois, parce que là, on était devenus fous, étant donné que notre fameux sport national, parce que nous étions des professionnels, eux, c'était des amateurs, eh bien, c'était clair que... Et là, les journaux suédois, les barbares, les journaux suédois titraient, parce que là, on est arrivé, on blessait les joueurs soviétiques à coups de bâton. Je me souviens, Philippe Esposito, il les pourchassait comme si il tenait une hache, cette espèce de grand insensé-là de Philippe Esposito, qui est allé jeter, parce qu'il était à Moscou, il pensait que sa télévision, il y avait des micros dedans. Fait qu'il a pris la télévision, il l'a lancé dans la fenêtre. Je vais aller vérifier, ça c'est exact. Alors, les gars sortaient, ça y est, il y a des micros partout. Mais là, ils subissaient des raclés, ils se faisaient battre. C'était un massacre. On a gagné la série 4-3 quand même, comme je vous dis, en prolongation. Mais il n'y avait plus aucune illusion à se faire. Et, OK. Mais là, il arrive quoi pendant ce temps-là? Eh bien là, ça a commencé, ça n'a pas été long, que le sport professionnel en Amérique était en pleine déliquescence. Je veux dire, les joueurs de baseball étaient tous gelés comme des balles. D'accord, c'est facile, mais bon, on va en faire pareil. Les joueurs de hockey, bon, dans ce temps-là, ils ne s'entraînaient pas, ils buvaient de la bière. Guy Lafleur fumait quasiment un paquet de cigarettes entre chaque période. Les gars, ils ne s'entraînaient pas, là. C'était pas des espèces de PME sur deux pattes comme ils sont devenus, qui surveillent tout ce qu'ils font. Ils sont pour être sobres, ils sont sobres, je pense. Mais bon, en tout cas, c'est une autre histoire. Et où en étais-je avec tout ça? Perdu moi. Ah oui, le sport professionnel était devenu en déliquescence. Et là, qu'est-ce qui s'est passé avec le hockey professionnel? Ce sont les Flyers de Philadelphie qui ont gagné 2 coupes cette année. 73-74, 74-75. Oui, ça, je pense que je suis pas mal bon. Je pense que là... Mais là, les Flyers de Philadelphie, les gars, ils étaient sur les amphétamines. Fred Shero, qu'on appelait leur coach, qu'on appelait le nébuleux, qui avait une certaine ressemblance avec Freud aussi. Personnage inquiétant aussi, trouble lui aussi. On a appris ça plus tard, qu'il distribuait donc des amphétamines à ses joueurs. Les joueurs faisaient la queue là, devant le casier, et Fred Shero distribuait les pilules. Alors, ça donnait quoi? Des gars, ces amphétamines. Puis complètement, là, c'était fini le beau jeu de passe, le beau hockey. C'était carrément la barbarie. Puis beaucoup disaient, ben voyons, c'est devenu du roller derby. Et là, quand les Flyers de Philadelphie débarquaient dans une ville, eh ben là, tous les amateurs des équipes, des amateurs des villes principales, eh ben là, c'était quasiment le pied de guerre. Ça y est, les monstres de Philadelphie débarquent avec de la violence. Ils se battaient, des bagarres générales. C'était la chute de l'Empire américain. Mais dans tous les sports professionnels, au football, c'est la même chose. Au baseball, une série mondiale, 75-76, les gars au complet, je pense, c'est les Phillies de Philadelphie, encore, décidément, hein, le berceau de l'indépendance américaine, ou les Pirates de Pittsburgh. Moi, j'adorais les Pirates de Pittsburgh. Mais après ça, j'ai eu un faible pour les Cars de Saint-Louis, à cause de Saint-Louis, mais ça, c'est une autre histoire. Mais les gars, ils ne savaient même plus, ils sont en série mondiale, ils ne savent même pas dans quelle ville ils sont. Ils étaient tellement gelés, étaient tellement frostés, qu'ils ne savaient même pas dans quelle ville ils jouaient. Alors, ça, c'est aussi aller vérifier. Là, ils se promènent, au fait, on a une game à soir. Contre qui, au juste? On est en série mondiale, là. Alors, le chaos, les émeutes aux États-Unis, une atmosphère. Le party était pas mal fini. C'est arrivé en 1975. Les Flyers de Philadelphie, ont fini, après avoir exercé la terreur à travers la Ligue, ont fini par être éliminés en 4 matchs, en 1976, contre le Canadien de Montréal. Et je me souviens très très bien de la déclaration
de Serge Savard. Était-il capitaine à ce moment-là? Je ne sais pas. Mais Serge Savard avait des... Serge Savard, je l'ai toujours adoré. Il y a des... Ouais, Serge Savard. Hein, s'il n'y a pas un ancêtre autochtone, lui, Savard, là, je me demande ce que ça nous prend. Il n'y a pas besoin d'envoyer son ADN à Ancestry, là. Je pense que, bon, Savard, il ressemblait au gars dans One Flew Over the Cuckoo's Nest, là, hein, l'Indien qui finit par tuer Jack Nicholson. En le tuant, il lui rend sa liberté parce qu'il est devenu un légume. Alors moi, j'ai toujours fait une sorte de rapprochement entre cet Indien-là, qui n'était pas si fou que ça, mais qui, bon, pris dans... C'est un grand film, ça. C'est un grand film de Milos Forman, Coucou. D'ailleurs, le livre est extraordinaire, de Ken Kesey. Ken Kesey qui n'a pas écrit beaucoup de livres. Hein, il ne faut pas vous parler de Ken Kesey. Là. Ah. Ken Kesey, en tout cas, qui a écrit les livres les plus tripants sur cette période-là. L'époque joyeuse, on va dire. Mais sauf que One Flew Over the Cuckoo's Nest, le party était pas mal fini. Alors donc, Serge Savard avait déclaré, au terme d'une élimination assez rapide, là, hein, en 4 matchs, ça a été bing bang bang. Puis aussi, je me rappelle aussi, les gars, ils avaient beau se promener à brandir à la file d'Esposito leur bâton de hockey. Non, fuck off, si on n'a pas peur de vous autres, et une équipe composée très largement de Québécois et de joueurs qui provenaient de d'autres provinces du Canada qui parlaient français. Ça c'est avant, c'est quoi la loi sur le bilinguisme au Canada, je pense, c'est 72 peut-être, la loi sur le bilinguisme, décidément. Encore là à vérifier. Mais il n'y avait pas besoin de loi, là, pour intégrer... oui, nous, on a eu besoin de la loi 101. C'est autre chose, ça. Mais le bilinguisme au Canada, ben, ça fait que ça ne marche pas, le bilinguisme. Ça, c'est encore un projet fantasmatique de Papa Trudeau, là. C'est le bilinguisme, le trilinguisme, c'est bon pour les individus dans la mesure où ils ne perdent pas leur jugement, parce qu'on peut être idiot dans plusieurs langues différentes. Hein? C'est le cardinal de Retz qui se méfiait des ambassadeurs, parce que disait que l'usage de plusieurs langues pouvait empêcher le jugement ordinaire de s'exercer. Alors, autrement dit, on peut parler qu'une seule langue, on peut être unilingue et être pas mal intelligent, et on peut parler 4 langues et être idiot, quoi. On peut être idiot dans 4 langues différentes. Puis déjà d'être bon dans sa langue maternelle, il y a du souci à se faire. Ben, ouais. On était avec tout ça encore, décidément. Ouais. Ah oui, c'est ça, il parlait français. Donc, Larry Robinson parlait français, Bob Gainey parlait français. On a un gars là qu'on paye 8 millions par année. Ça fait quoi, 10 ans qu'il est là, Carey Price? Même pas un mot français, puis il vient de Vancouver. Il était où, lui, quand Trudeau a passé sa loi, au fait? Ah! De juger que ça ne connecte pas non plus. Qu'il soit bon ou pas bon. On a eu un autre capitaine, Koivu. On l'aimait bien, Koivu. Pas un mot français non plus. Puis là, on comprend bien, le nouveau, on ne leur demande plus rien, en fait. On ne leur demande plus de s'intégrer. Mais dans le temps des grandes équipes du Canadien, mais Scotty Bowman, Scotty Bowman, c'est un gars de Montréal. Ça, bon, parlait français, Scotty Bowman, le coach. Larry Robinson parlait français, Bob Gainey parlait français. Bon, il y avait Steve Shutt, mais ça a l'air que Steve Shutt était trop gêné pour parler. Steve Shutt était un sacré bon joueur. Ben, on y pardonnait parce qu'il comptait beaucoup de buts, puis des bons buts, en plus, c'était un joueur très habile. Mais on lui pardonnait de ne pas parler français. Mais ses autres collègues, on était ravis. D'ailleurs, moi, j'adorais Bob Gainey, qui était vraiment un bad boy. Bob Gainey, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'était pas un bon garçon. Mais moi, je l'adorais, Bob Gainey. Parce que, en tout cas, c'est une autre histoire, je ne vous raconterai pas ça ici, de toute façon. Vous voulez savoir, je vais vous raconter ça à ma librairie. C'est là de savoir comment était vraiment Bob Gainey. C'était pas Monsieur Parfait, ça, je peux vous le dire. Mais dans la vie des Monsieur Parfait, là, à la Justin Trudeau, là, larmoyant, n'a pas besoin de ça. Surtout quand ça va mal. On revient en 75. Moi, je vous l'ai dit, hein, que Serge Savard avait déclaré que c'était le bien qui avait triomphé sur le mal. Bon, je vous l'ai dit, je le répète. Alors, on se retrouve le 31 décembre 1975.
l'Armée rouge affronte le Canadien de Montréal. Alors là, on n'est plus du tout dans l'esprit de 72. Les Québécois ont appris à respecter cette redoutable équipe. Et le fameux match du 31 décembre, qui s'est conclu par un match nul de 3-3. Je pense que c'est le plus beau match nul de toute l'histoire professionnelle. Un match qui s'était joué, pour moi, c'est le plus beau match. Je pense que tous les historiens du hockey s'entendent à dire que c'était le plus beau match de toute l'histoire du hockey. Et là, il s'est passé quelque chose, parce que le Canadien, le printemps suivant, 1976, ont remporté leur première des 4 Coupes Stanley. Et là, le hockey professionnel s'est assaini, là. Les 4 ans du Canadien de Montréal, les 4 conquêtes de la Coupe Stanley du Canadien de Montréal ont assaini l'atmosphère. Et je pense que ça a eu un impact sur tous les autres sports. Parce que, en plus, je ne sais pas, je pense qu'en 76-77, le Canadien a perdu 8 matchs. Moi, je me souviens, j'avais un ami, Bruno, un autre Bruno, qui ont suivi ça comme des malades. Ils ont perdu juste 8 matchs, puis ces 8 matchs-là, il aurait pu les gagner en plus, parce qu'ils ont... Et Bowman, le coach du Canadien, lui, il regardait même plus les statistiques des équipes adverses. Il regardait ce que faisaient les autres sports, les autres équipes championnes des autres sports professionnels, comme le basketball ou le football. Et dans son esprit, il se battait plus contre les Flyers ou contre les Bruins ou contre les Rangers, ou pas contre Toronto. Toronto, il n'y avait plus d'équipe. Il se battait contre, je sais pas, là, les Redskins de Washington, les Pirates de Pittsburgh. Est-ce que le Canadien de Montréal fait mieux que ces équipes professionnelles-là? Ben oui, il faisait mieux que ces équipes professionnelles-là. C'était la meilleure équipe professionnelle, tout sport confondu. Tant dans la qualité de jeu que dans le comportement. Le gars-là, il se battait pas. Très respectueux. On avait retenu la leçon soviétique. Hein? On encaisse des coups, on les remet pas. On attend notre homme au bon moment. Je pense qu'on avait intégré à quelque part. En tout cas, la leçon, on se l'était pris. Voilà. Et c'est un match de toute beauté. D'abord, Tretiak avait été, le gardien de but des Russes, avait été prodigieux. Et puis, on n'était peut-être pas aussi bon qu'eux, dans le sens que le système de jeu n'était pas aussi au point. On avait oublié toutes ces conneries-là, qu'il était bon parce qu'il avait peur de finir en Sibérie dans un goulag. Là. Ça, c'était plus là. On était plutôt même, me semble, si ma mémoire est bonne, Tretiak glissait quelques mots en français. On était devenu, en tout cas, on respectait l'adversaire. Voilà, on les respectait. Et ce match-là, écoutez, il faudrait revoir, qui avait compté le premier but, mais c'était un match qui s'était déroulé sans violence aucune, du jeu rapide, beaucoup d'intensité. Et à la fin du match, les joueurs se sont serrés la main et le Forum de Montréal, l'enceinte du Forum de Montréal, avait offert une magnifique ovation debout à tous les joueurs. Et incluant surtout Vladislav Tretiak. Tretiak à Montréal, c'est un héros, là. C'est un héros. C'est un adversaire, mais c'est un héros. Et pour moi, je vous parle de ça aujourd'hui parce que toute cette atmosphère-là, je peut-être trouver ça fou, hein, mais on a toujours voulu l'intégration. On s'en fout d'où les gens viennent. On s'en fout complètement. On est prêt à bouffer des tartelettes portugaises, des souvlaki, des sushis, du couscous, n'importe quoi. Mais faites corps avec nous. En ce moment, c'est ce qui se passe. Je veux dire, ce foutu virus-là, c'est horrible, là. Mais c'est une extraordinaire bébite d'intégration. Puis je sens, peut-être c'est moi qui fantasme, mais je sens que
les immigrants qui sont établis sur notre territoire, parfois depuis 1 ou 2 générations, des fois plus récemment, ben, vous autres, là, les natives, là, vous autres, là, qui sont les descendants de cette colonie-là, là, la glace, là, a-tu fondu sur le lac? Est-ce que vous êtes capable, là? Est-ce que vous savez comment passer à travers tout ça? Passer à travers cette épreuve-là terrible? Ben oui, on le sait. On le sait. On le sait par la solidarité. On le sait par tout à coup nos réflexes vitaux là, qui ont été malmenés par trop de confort, on est devenus des petits bourgeois. Les petits bourgeois, là, c'est bien quand tout va bien. Mais quand les choses commencent à être en crise vraiment, là, ben ça se peut que certains privilèges de classe, on soit obligé de les abandonner. Ça se peut que la vie devienne plus difficile, qu'il va devoir faire des sacrifices. On est tous prêts à en faire des sacrifices, là. En tout cas, presque tous. Il y en a qui, de toute façon, c'est leur personne qui compte, c'est leur pomme, et rien d'autre. Bon, ben, eux vivront ce qu'ils ont à vivre. Hein. Le pire, c'est que ça va être des gens qui se sacrifient, qui vont aller sans doute les sauver encore, mais bon, c'est une autre histoire. Vaut mieux, dans ce cas-là, être un sauveteur qu'un sauvé, surtout quand on a pensé qu'à sa pomme toute sa vie. Et Arruda est extraordinaire. McCann est extraordinaire. Bob Gainey est extraordinaire. Larry Robinson est extraordinaire. Je veux dire, on est tous dans le même bateau, là. On est tous sur la même patinoire, puis l'ennemi, ben, il est redoutable. Il est redoutable, mais si collectivement on est capable d'y faire face, faut pas que ça se termine par un match nul, là. Puis même idéalement, il ne faudrait pas que ça se termine en prolongation non plus, ou à 18 secondes de la fin. Il faudrait le battre, là. Il faudrait le battre comme le Canadien a battu les Flyers de Philadelphie en 1976. Une grosse défaite, là. Je deviens lyrique, que voulez-vous, c'est la fin de ma vidéo. J'ai l'esprit en feu, je travaille sans arrêt. Fabienne, qui est au CHUM, vous le savez, je vous l'ai dit. Moi, personnellement, je sais que le CHUM, ils ont besoin de bénévoles. Ils ont besoin de bénévoles. Hein. Ça, je vais finir là-dessus, sur l'affaire du confinement. Oui, il faut rester chez soi, quand on peut, quand on a les moyens. Quand rien ne nous oblige à pas sortir. J'ai un ami, il sait peut-être pas à quel point je l'apprécie, mais j'essaie d'y montrer des petits signes, là, des petits signes niaiseux, comme il fait des dés, il fait des rabais sur les livres qu'il achète. Il a une très bonne bibliothèque, cet ami-là, d'ailleurs, parce qu'il a acheté beaucoup de livres à ma librairie. Il était boueur. Ouais, il était boueur. On lui dit quoi à lui? Il reste chez vous? Il était boueur. Imaginez, là, si les éboueurs commencent à se dire « Ouais, le confinement... oui, c'est un service essentiel, les boueurs. Caissière au métro, c'est un service essentiel. Chez Pharmaprix, c'est un service essentiel. Les gars dans les entrepôts, c'est un service essentiel. Les camionneurs. Imaginez, là, tout ce monde-là, là, eh bien, eux n'ont pas le choix de ne pas être confinés. Pour que le grand nombre puisse être confiné, il faut qu'un grand nombre aussi accepte de ne pas l'être et de risquer sa santé. Et puis celle des autres aussi. Mais là, c'est un calcul qu'il faut faire. Moi, je sais, la librairie demeure ouverte. Moi, tant que mon gouvernement ne me dira pas qu'il faut fermer tous les commerces, eh bien, je ne le fermerai pas. Je prends des mesures, bon, push-push, nettoyant pour les mains, je veux dire, je fais tout ce que je peux pour protéger la santé de mes clients et la mienne. Mais je tiens une chose, cependant. C'est qu'obéir au gouvernement, là, moi, je vais le faire. J'ai abandonné mon libre arbitre. C'est pas compliqué. De toute façon, j'ai réfléchi à tout ça, l'âge que j'ai, mon expérience de vie et tout, là.
Je dis pas que je pourrais être à mourir, là, vous comprenez bien. J'aimerais ça, moi aussi, avoir une retraite confortable. Mais ça, en fait, non, parce que c'est pas possible. Mais non, j'aimerais pouvoir lire mes livres en paix, disons. Puis écrire mes conneries sur Facebook. Mais ça se peut que non. Ça se peut que les choses... ça se peut que, après le confinement, il va falloir que beaucoup de gens en sortent, puis que beaucoup de gens participent à une grande corvée collective. Moi, je sais, ma femme et moi savons, parce que les deux, on sait, on travaille de concert, ma femme et moi, en tout cas, le confinement ne nous ferait pas peur. On est bien ensemble de l'aube jusqu'à la nuit, on est tout le temps bien. On communique, là, vous ne pouvez pas imaginer, on se parle, on radote beaucoup, mais comme j'ai dit souvent, le radotage favorise l'intimité. Puis là, ben, on ajoute des petites variantes, la petite phrase que, bon, vous voyez ce que je veux dire, hein? Puis nos vieux amis qui entendent 20 fois nos vieilles histoires sont toujours ravis de l'entendre, comme des enfants qui revoient le même film ou qui relisent la même histoire pendant 40 fois. C'est le petit détail, le petit détail ajouté qui fait toute la différence parfois. Puis des fois aussi, on se rappelle de choses qu'on avait oubliées ou on met l'emphase sur tel aspect plus nébuleux. Ben moi, je sais que quand on va me demander de me confiner, je vais me confiner. Et c'est parce que je suis un peu outré, de lire, oui, restez chez vous. Ça dépend de la situation financière aussi des gens. Je veux dire, si tu es dans le sous-sol chez ta mère et tu fumes ton joint, c'est facile de rester confiné. Mais si toi, tu es obligé de gagner ta vie, par exemple, faire vivre tes enfants, tu fais quoi? Je veux dire, je vois des mères de famille exténuées, puis là, c'est la fin de semaine, je vais préparer un paquet de livres pour enfants, je vais avoir les pères. Comme la fin de semaine dernière, c'était les pères surtout. Là, donc en fin de semaine, ça va être des pères, sans doute. Les enfants, là, les parents sont catastrophés à l'idée que leurs enfants passent des journées devant leurs écrans. Les enfants, il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils socialisent avec d'autres enfants. Je sais que... Et puis, je vois pas de couple, là, parce que un contact Facebook me faisait noter que peut-être un parent devrait rester à la librairie, l'autre rester dehors, mais c'est pas ça que je vois. Je vois un seul parent. Puis, en début de semaine, je n'ai vu que des mères de famille affolées pour la santé intellectuelle de leurs enfants aussi. Hein? Sauver sa peau, il faut sauver sa peau, mais une peau sans cerveau, ça vaut pas grand-chose, là. Puis, je comprends que ces parents-là sont catastrophés de voir que leurs enfants, ils vont passer des journées complètes devant des ordinateurs, devant des écrans. Déjà, ils sont catastrophés en temps normaux, mais là, en temps normal, imaginez là, maintenant. Alors, quand je vais avoir fini cette vidéo, je vais aller nettoyer la librairie, puis je vais préparer ça. Mais par contre, le confinement n'aura qu'un temps. Hein, et gardez présent à l'esprit ceux qui ont les moyens, la possibilité, ou qui ont l'obligation, tout simplement, qui leur est faite, de rester chez eux. Il y a des gens qui n'ont pas le choix de sortir. Pour votre bien-être à vous, là, qui sont confinés. Imaginez, là, si mon pote est boueur, là, puis mon pote est boueur, en plus, il vit pauvrement, là, en plus. Et puis je sais qu'il m'a montré des photos sur son appareil. Son appartement, c'est très, 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 très modeste. Des murs tapissés de livres, des bons livres, par exemple. Il appelle ça son cabinet d'études. Mais ce gars-là vit dans la misère, là. Il vit dans la misère avec un cabinet d'études. Ouais. Je lui ai jamais dit que je l'aimais, que je l'appréciais. Mais, puis là, il bosse. Il bosse en tabarnak. Là. Lui, il ne perdra pas sa job. Mais si lui était confiné, là, il ferait quoi avec les vidanges dans la rue? Fait que, essayez de réfléchir un peu. On est tous là, pris dans une situation. Bon, il y a ceux qui n'ont vraiment pas le choix, là, pour des raisons de santé, ou le grand âge, là, ou l'âge, en tout cas, un certain âge, on va dire. Même si tu es actif, même si tu es un retraité actif, hein, le gouvernement dit de rester chez vous, tu restes chez vous. Moi, j'avais 70 ans, je ne me poserai pas de questions. Je resterai chez nous. Je n'avais pas 58. Fait que le gouvernement, il ne m'a pas dit de rester chez nous. Mais après, quand le confinement va être terminé, là, le gouvernement va me dire, OK, on a besoin de bénévoles à l'hôpital. Même si les boutiques ne fonctionnent plus, ou en tout cas la mienne ne fonctionne plus, parce que moi, dès qu'on va me dire d'arrêter, je vais arrêter, évidemment. Mais je ne vais pas rester chez nous. Je sais qu'il faut qu'il y ait des gens qui continuent d'aller
de faire quelque chose. Ben, moi, je vais y aller, là. Ça, c'est réglé. Fabienne et moi, on va y aller, là. Déjà alliée, elle. Elle s'occupe des enfants, du personnel soignant. Mais il faut tout le monde qui fasse ça. On fait quoi avec les enfants? Puis elle se dirait, ah ben, le gouvernement m'a dit de rester. Puis... Mais c'est parce qu'en plus, il n'y a pas juste... Il y a le service social, évidemment. Mais comment on gagne notre vie? Je veux dire, il y a des gens... moi, j'ai pas d'économie, par exemple. Je veux dire, je regarde mon compte en banque, là. Change une bonne bibliothèque. Bon. Des bons livres. Triés sur le volet. Mais j'ai pas de maudite scène. Je suis obligé de travailler. Mais je n'irai pas travailler au point de mettre la santé des autres en danger, ou celle de mes proches ou la mienne. Par contre, si le gouvernement me demande d'aller risquer ma santé pour le bien commun, eh bien, je vais le faire. Je vais le faire, ça, c'est réglé, j'ai réfléchi, j'ai passé des nuits blanches à réfléchir, le sens de ma vie, le sens de la vie, tout ça, tout ça. De toute façon, là, on est tous obligés de réfléchir au sens de sa vie. Il y en a qui sont pris de court parce que, bon, ils pensaient faire du golf en Floride jusqu'au tombeau. Oui, ils sont obligés de réfléchir autrement. Mais on peut mourir à tout moment, là, on peut disparaître à tout moment, là. Et on le voit bien, hein, on voit bien comment nos vies sont fragiles, comment nos systèmes sont fragiles, comment tout est compliqué. Il y a Sartre qui disait « On n'a jamais été si libre sous l'occupation ». Ça veut dire, là, tout compte. Là. Tu décides d'être un résistant, tu restes habillé, là. Tu décides de rester chez vous, tu as un voisin juif, tu ne le dénonces pas, c'est déjà ça de prix. Mais tu peux le dénoncer aussi parce que tu as envie d'avoir son appartement. Là, tout ce qu'il y a on est dans une situation où tout ce qu'il y a de mieux et tout ce qu'il y a de pire peut surgir, là. Je vous fais part de ça parce que de toute façon, je sais que je vais faire ce que je dis. Je le sais. Je le sais. Parce que un être humain, la seule chose qu'il possède en propre, là, c'est pas sa vie. C'est sa parole. Et moi, je ne resterai pas là, confiné. Parce que je sais qu'il va falloir qu'il y ait des gens qui acceptent de prendre des risques pour que la sécurité du plus grand nombre soit assurée. Et c'est pas vrai que autrement tout est foutu. Si tout le monde est confiné, là, eh bien, il y en a un qui m'a fait un commentaire sur ma page, sur ma chaîne YouTube, je l'ai supprimé. Lui, je ne parlerai pas de lui, là, mais lui, toute sa vie, il attend l'apocalypse. Ouais. Là, il jouit comme un malade. Là, il devrait réfléchir au sens de sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Lui, il ne va faire rien pour personne. Hein, trompez-vous pas, là, lui. Là. Il jouit comme un malade. Il y a bien du monde qui jouisse, là. Mais pas qui jouissent parce que la catastrophe appréhendée, ou qui va peut-être se réaliser, leurs épargnes, les épargnes de faire un examen de conscience sur leur propre vie. Non, il devrait en profiter pour réfléchir, là, le mec. Ouais, il devrait en profiter pour réfléchir. Puis arrêter d'écrire des commentaires sur mon mur, sur ma chaîne. Je sais que c'est lui. Je veux rien savoir de lui. Je veux dire, je veux rien savoir de son apocalypse, puis de la vengeance de Dieu, puis que Jésus s'en vient, puis il va tout... Jésus te vengera pas, mec. Jésus te vengera pas, mec. Jésus, c'est pas si ce Dieu-là est un Dieu de vengeance, on n'en veut pas. J'aime mieux être athée, de toute façon. J'aime mieux être athée. De toute façon, l'athéisme, ça a été l'histoire de ma vie. Oui, j'ai été croyant, oui, je continue de croire en Dieu, mais je pense que je préfère les athées aux croyants. Oui, les croyants, là. Les croyants sont une épreuve pour ma foi, voilà. En fait, les croyants sont la plus grande épreuve pour ma foi, alors j'en vois un, là, il a intérêt à filer doux, il a intérêt à être cohérent avec sa vie. Souvent, les athées sont, en tout cas, ce que je n'ai pas observé, sont beaucoup plus vertueux que beaucoup plus de croyants. Parce qu'un athée, il sait qu'il est obligé d'être libre. Un athée, il sait qu'il est condamné à être libre. Il le sait. Un athée et un nihiliste, c'est pas la même chose. Hein?
nihiliste, il croit en rien. Un athée, il sait que même si Dieu n'existe pas, il a l'obligation de donner un sens à sa vie. Un nihiliste, il juge que la vie n'a aucun sens, ce qui n'est pas le cas des athées. Les athées savent que s'il y a un sens à donner à la vie, c'est eux qui vont le donner. Ils vont donner un sens à leur vie. Bon, ben écoutez, 50 minutes. Wow! Est-ce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire? Sans doute pas. J'ai dû en oublier. C'est pas grave. De toute façon, 50 minutes. Je sais pas comment un type à peu près normal peut passer 50 minutes devant sa webcam à dire toutes les choses que je dis. Mais hier, je conclue là-dessus. Hier, j'ai un ami. Je ne le nommerai pas non plus. Il m'a attribué une citation. Et il m'a dit que c'est moi qui avais dit ça, mais c'est pas vrai, il n'a pas dit. Là, j'ai rigolé. Je dis, ben, écoute, tu m'attribues des citations. Il dit, ouais, mais c'est le genre d'affaire que tu aurais pu dire. C'est vrai. Mais c'est comme Yogi Berra, hein, le célèbre joueur de baseball des Yankees de New York. J'ai pas toujours dit les choses que j'ai dit. Ou qu'on m'attribue d'avoir dit. Alors, je suis devenu une sorte de Yogi Berra. C'est à lui aussi qu'on doit la fameuse... C'est pas fini tant que c'est pas fini. Hein? C'est à lui aussi qu'on doit... Ben, il n'y a personne qui va là. C'est toujours plein. En parlant d'un restaurant, il n'y a personne qui va là, c'est toujours plein. Vous voyez le genre de... Ouais, Yogi Berra, je l'aimais bien, celui-là. Ben, lui, il a passé à l'histoire pour ses nombreuses et délirantes citations. Bon, ben écoutez, courage et sérénité. Que ceux qui restent confinés, et puis que les autres, ben, respect, amitié pour tous ceux qui n'ont pas le choix, et par avance, respect et amitié pour tous ceux qui vont devoir sortir du confinement. Si jamais le confinement devient général, là, moi, je suis que les ordres gouvernementaux. Et pour une longue période. Ça, moi, ce que mon pays va me demander de faire, je vais le faire sans état d'âme aucun. Mon pays est plus important que ma petite personne. Ben oui. Parce qu'il y aura une suite à tout ça. Ce ne sera pas la fin du monde. Fait que chose, arrête de fantasmer sur l'apocalypse. Tu vas sans doute mourir avant que l'apocalypse arrive. Et là, ça sera ton apocalypse personnel. Et j'espère que le Dieu auquel tu te réclames, et que je me réclame aussi, aura suffisamment d'amour pour toi pour te laisser entrer au paradis. Ce dont je ne doute pas. Mon Dieu à moi est un Dieu d'amour. C'est pas un Dieu qui veut le malheur ou qui le souhaite pour se venger de ses échecs personnels. Alors je vous remercie. Portez-vous bien. Lavez-vous les mains. Et puis, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, je suis avec vous. Je vais faire des vidéos de temps en temps. Je pourrais vous parler des lecteurs. Là, ça va être le sujet. Ces lecteurs, les lecteurs. Je les aime donc, les lecteurs. Ils m'ont pas juste permis de gagner ma vie. Hein. J'ai été nourri intellectuellement par les lecteurs, les lectrices. Leur passion, leur fantaisie, leurs obsessions. Rien n'est plus fascinant à mes yeux qu'un lecteur. Et j'ai vu des bibliothèques personnelles, vous savez, j'en ai fait je ne sais pas combien de vidéos là-dessus. Je me suis déjà qualifié à la fois d'anthropologue et de psychanalyste, de bibliothèque privée. Là-dessus, si j'avais consenti au confinement, sans doute, je n'aurais pas en profité pour écrire plus. Mais c'est pas grave. Merci, bonne journée à tous.